Lui là, c'est Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense israélienne. Il s'est rendu aux États-Unis pour la première fois depuis le 7 octobre pour discuter de l'opération prévue par Israël à Rafah et pour signer un accord d'un escadron d'avions de chasse F-35 et d'un éventuel accord d'otages avec le Hamas. Et donc, il s'est rendu à Washington pour rencontrer de hauts responsables de la Maison-Blanche sur l'invitation du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. En plus de Lloyd Austin, le ministre Yoav Gallant a rencontré le secrétaire d'État Anthony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le directeur de la CIA William Burns et l'envoyé spécial du président Amos Hochstein. Alors Yoav Gallant a rencontré également des représentants du lobby pro-israélien qu'on appelle AIPAC et des membres du Congrès. Et au cours de la rencontre entre Gallant avec le directeur de la CIA, M. Burns, ils ont discuté des efforts en cours pour libérer les otages. De plus de ça, il a négocié un contrat avec l'oncle Sam, avec le gouvernement américain, pour l'approvisionnement en matière de défense visant à acquérir des escadrons supplémentaires d'avions de combat, on appelle ça des F-35, mais aussi des F-15, ainsi que plusieurs hélicoptères d'attaque, notamment des Apache, et de nombreuses munitions, obus et missiles. Et donc l'administration Biden a approuvé le transfert, ils ont conclu le contrat avec Israël, 25 avions de combat F-35, 500 bombes Mk-82 de 250 kg, 1800 bombes Mk-84 de 1 tonne et d'autres munitions. Biden qui utilise l'argent des contribuables américains pour financer le génocide israélien à Gaza. Alors tout ça représente un contrat d'environ 18 milliards de dollars américains. Le financement de l'équipement à hauteur des 18 milliards de dollars proviendra principalement des fonds d'aide américains en grande partie et le reste du contrat sera pris sur le budget israélien. Donc oui, tu l'auras compris, c'est Oncle Sam qui finance l'armement d'Israël et Israël l'utilise contre Gaza. Alors selon le Washington Post, les États-Unis ont secrètement approuvé ces derniers jours un deuxième contrat visant à fournir à Israël 2300 missiles hyper avancés et dernière technologie pour l'aviation israélienne ainsi que des obus pour les chars. C'est exactement le même obus que celui-ci que tu vois à l'écran où un message est inscrit en hébreu en espérant qu'il explose sur des innocents. Alors de plus, Yoav Gallant a discuté également avec ses homologues du Gaza après-guerre, c'est-à-dire le Gaza du lendemain et des scénarios possibles à l'avenir. Il a présenté son plan pour transférer progressivement le contrôle de la bande de Gaza aux forces palestiniennes locales. Yoav Gallant croit qu'il faut une force dirigeante forte à Gaza qui ne soit pas le Hamas, mais que ce soit par exemple des familles de Palestiniens qui sont là depuis plusieurs années, qui ont une certaine autorité, etc. Yoav Gallant a aussi proposé aux Américains, alors tiens-toi prêt, une coalition militaire arabe qui aurait le contrôle et l'ordre à Gaza. Cette force, alors pour l'instant on n'en sait pas trop, mais cette force serait composée de soldats issus du Maroc, d'Égypte, des Émirats et d'Arabie Saoudite. Alors pour l'instant, voilà, ça reste assez flou. Ces pays-là n'ont pas confirmé, mais n'ont pas infirmé non plus. Mais selon les premières informations, ça serait ces pays-là. Un autre sujet de discussion avec les Américains concerne l'établissement d'une barrière souterraine entre Gaza et l'Égypte à la frontière. On parle d'une barrière de fer sous plusieurs mètres de profondeur infranchissable et sur une distance qui est assez longue de 13 km environ pour que les tunnels ne soient plus possibles entre Gaza et l'Égypte. Et tiens-toi bien, là aussi, tout cela serait financé par plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis. J'en ai déjà parlé plus en détail dans une autre vidéo, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Et troisième point, en ce qui concerne la question libanaise, Yoav Gallant a insisté sur la question du retour des résidents israéliens du Nord dans leur foyer et il veut l'application de la résolution 1701 de l'ONU, c'est-à-dire que le Hezbollah se retire sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du Liban, loin de la frontière. Mais voilà, tu l'auras compris, c'est très hypocrite de leur part, car Israël a plus de 200 résolutions de l'ONU contre elle et qu'elle n'a jamais respectées. Mais malheureusement, elle veut que Hezbollah en respecte une. Voilà, tu l'auras compris, c'est hyper hypocrite de leur part.
j'ai envie de te dire, respecte d'abord les 200 résolutions, ensuite on parlera de une résolution du Liban. D'autres infos ont fait état de situations comme quoi certains pays, alors je pense aux États-Unis, à la France, à Israël, etc. Mais voilà, c'est pas encore confirmé à 100%, mais voilà, il y a un petit faisceau d'indices comme quoi ces pays-là vont aider le Liban à se débarrasser du Hezbollah. Le but déterminé serait d'aider le Liban pour que les forces libanaises aurait la capacité d'affronter le Hezbollah. Alors il faut le savoir, le Liban, c'est un pays qui est normalement souverain, mais au Liban, il y a une grande milice qu'on appelle le Hezbollah qui contrôle la majeure partie du pays. En fait, le Hezbollah, c'est un État dans l'État, entre guillemets. Et voilà, le plan serait donc d'aider les forces militaires libanaises pour combattre le Hezbollah au Liban. Et tu l'auras compris, ça créerait un gros chaos dans la région, mais ça faciliterait et ça soulagerait Israël. Tu l'auras compris, voilà, c'est une manière d'aider Israël. Et ils ont aussi parlé de ça. Regarde cette image. Alors, c'est un corridor qu'Israël est en train de faire dans la bande de Gaza. Là aussi, c'est complètement illégal. Alors, ce trait rouge que tu vois sur la carte, c'est un corridor, une barrière, un no man's land si tu veux. Comme quoi, donc cette zone serait interdite. Et donc ce trait rouge qui s'établit dans les terres palestiniennes fait une largeur d'1 kilomètre. Et donc comme tu peux le voir, ce trait rouge va du nord au sud, dans la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Et ce trait rouge fait 1 kilomètre de largeur, c'est-à-dire qu'il y a 1 kilomètre à l'intérieur des terres palestiniennes. Et en tout, donc, ça fait 16% du territoire palestinien qui serait malheureusement volé par les Israéliens. Donc ça serait un no man's land où les Palestiniens n'auraient pas le droit de circuler, sous peine d'être abattus directement par les Israéliens. Encore une fois, c'est complètement illégal. Il y a des villages palestiniens qui ont complètement été rasés à cause de ce no man's land. Et aussi de nombreux champs agricoles, des champs de culture qui ont été supprimés, ce qui va encore malheureusement affamer les populations palestiniennes. C'est tout au long de la frontière avec Gaza que l'armée israélienne من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا مع إشراقة هذا اليوم المبارك من أيام الله تشرق israélienne établit sa zone tampon. Un no man's land d'1 kilomètre à l'intérieur du territoire palestinien et dont voici quelques images. Sur la carte, c'est cette zone en orange. Une zone dans laquelle 90% des habitations et structures ont été détruites. Pour le visualiser, voici ces images satellites d'un quartier à l'est de Khan Younes. C'est Rouza, avant le 7 octobre, et le mois dernier. Rouza est entièrement dans la zone tampon, toute construction est à terre. Selon une étude, 3000 habitations auraient été ainsi détruites. Autre localité, le village de Juor Adik, 4500 habitants avant la guerre, lui aussi dans la zone tampon. Vu du satellite, le village est aujourd'hui rasé. Tsahal a aussi tracé une route pour couper le nord du sud de Gaza, une zone tampon autour de laquelle tout bâtiment a été détruit. Cet hôpital, par exemple. Pour les activistes israéliens, ce sont des crimes de guerre. Selon la loi internationale, il est interdit de détruire des propriétés privées sauf besoin militaire urgent. Ces démolitions considérables sont faites en prévention d'un danger alors qu'il n'y a pas de danger immédiat. Ces zones tampons réduiraient de 16% le territoire habitable de Gaza. L'armée israélienne n'en confirme pas officiellement la création. Donc tu vois, ça ce sont des points de négociation entre Israël et les États-Unis. Tu l'auras compris que le ministre de la Défense israélienne ne se déplace pas uniquement aux États-Unis pour parler simplement du beau temps. Ils vont parler de plusieurs points, notamment ces points que je viens d'énumérer. Il faut savoir que la visite du ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, a commencé alors que les responsables américains ont exprimé leur déception à l'égard de la politique de guerre d'Israël en général et de la position de Netanyahou sur 3 questions clés: l'aide humanitaire quasi inexistante, le plan pour le jour d'après, qu'est-ce qui va se passer après la guerre, que le gouvernement israélien refuse de divulguer aux États-Unis et au reste du monde d'ailleurs, et enfin, 3e point,
l'opération de Rafah, qui est une ligne rouge pour les États-Unis, mais aussi pour de nombreux pays dans le monde. Yoav Gallant a dit aux Américains qu'Israël ferait de son mieux et qu'ils ont déjà augmenté les quantités d'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza. Il a aussi assuré aux Américains qu'Israël ne laisserait pas la situation humanitaire dégénérer en famine généralisée, y compris dans la partie nord de la bande de Gaza. Voilà. Pour Israël, il n'y a pas de famine dans la bande de Gaza. Pour Israël, les gens ne meurent pas de faim dans la bande de Gaza. Voilà. Ça, c'est leur point de vue. Sauf que dans la réalité des faits, selon les ONG, on ne parle pas de la population gazaoui, on parle des ONG comme Médecins sans frontières, comme Médecins du Monde, comme l'UNICEF, etc., qui disent qu'il y a une famine généralisée dans la bande de Gaza. Alors qui croire? Une personne qui est partie prenante ou des associations qui sont non gouvernementales? Moi, mon choix va vers les associations non gouvernementales. Heading back into Gaza now. Outrageous how many life-saving supplies are so desperately close to those who need them. Food, water, medicines, life-saving supplies, because we know just across there in the border children have died of malnutrition. Children have died of dehydration. These are the supplies that so urgently need to get across into the civilians of Gaza. And the most efficient way, the only way we are going to save the lives of the numbers of children who are so desperately in need is by these roads. Yoav Gallant a réitéré aussi qu'il soutenait l'entrée des Palestiniens non affiliés au Hamas pour combler le vide attendu en matière de leadership dans la bande de Gaza et que le mouvement du Fatah est actuellement la seule organisation capable d'équilibrer les exigences d'Israël et les exigences des Palestiniens. Selon lui, il a insisté sur le fait que c'est sa position. Sauf que le Fatah, voilà, il est complètement en décomposition et même en Cisjordanie, le Fatah perd de plus en plus d'influence. Et c'est quand même assez paradoxal parce que si tu regardes bien l'histoire, si tu connais bien l'histoire, le Fatah était le mouvement leader de la Palestine à l'époque, et c'est Israël qui a voulu concurrencer le Fatah et qui a créé le Hamas pour combattre le Fatah. Et maintenant qu'ils ont créé le Hamas, ils veulent éliminer le Hamas pour revenir au Fatah. C'est quand même assez ironique de leur part. En ce qui concerne l'opération israélienne à Rafah, Gallant a déclaré que les 4 bataillons restants du Hamas dans la région de Rafah devraient être détruits, sinon le Hamas continuerait à représenter une menace pour Israël. Il a demandé aux États-Unis de ne pas mettre d'obstacles sur le chemin d'Israël, mais de l'aider à mettre fin à la guerre. Il a dit, je cite, « Tous les terroristes n'ont pas besoin d'être tués, mais le Hamas, en tant qu'armée terroriste avec près de 3 divisions de soldats, doit cesser d'exister. » Fin de citation. Les Américains ont réitéré, ont demandé plus d'aide alimentaire, qu'Israël ouvre les points de passage et laisse passer des camions remplis d'aide alimentaire pour la population palestinienne, y compris dans le nord, qui sont morts de faim, vraiment ils n'ont rien qui rentre depuis plusieurs semaines. Mis à part quelques largages, alors oui, dans les images on voit des largages arriver du ciel, tomber sur terre et on voit les Palestiniens se ruer dessus, etc. Mais malgré beaucoup de largages, la quantité de nourriture reste vraiment très très infime, c'est rien du tout. Alors les négociations se sont terminées, puis Israël a commis malheureusement, encore une fois, un nouveau massacre. Ils ont tué les 7 humanitaires de l'ONG World Central Kitchen. Là aussi, j'ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Et ça a fait un grand scandale dans le monde entier. Ainsi que l'attaque du consulat iranien. Là aussi, j'ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller la voir. En Syrie, qui a fait 13 morts et que l'Iran a promis de se venger. Voilà, quand il y a eu ça, les États-Unis étaient foudrage, notamment Biden, et Biden a appelé Netanyahou. Un échange téléphonique de 45 minutes a eu lieu entre les deux. Lors de cet appel avec Netanyahou, le président américain a exprimé sa frustration croissante face à la situation humanitaire à Gaza, en particulier juste après le meurtre des travailleurs humanitaires. La déclaration de la Maison-Blanche a laissé entendre plus que subtilement, c'est-à-dire que pas besoin de lire entre les lignes, c'était clairement stipulé que Washington pourrait retirer son soutien à Israël, annuler le contrat de 18 milliards de dollars et annuler toutes les armes et obus qui allaient être
à mener à Israël. Alors que la guerre fait rage et qu'Israël manque de munitions, et surtout qu'une guerre bien plus importante pourrait survenir face au Hezbollah ou à l'Iran, les États-Unis imposent leurs conditions. D'ailleurs, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby ont par la suite fait des commentaires similaires au communiqué américain, suggérant que l'aide américaine pourrait être annulée si Israël n'ouvre pas les vannes. Et en fait, tu l'auras compris, les États-Unis donnent de l'essence pour que le feu brûle toujours plus fort d'un côté, et de l'autre côté, ils ordonnent à Israël de jeter 2 ou 3 seaux remplis d'eau pour éteindre les polémiques. En gros, les États-Unis fournissent énormément d'armes à Israël, et de l'autre côté, ils font quelques largages humanitaires et ordonnent quelques camions de passer à Gaza. Alors que si les États-Unis voulaient vraiment la fin de la guerre, il suffirait d'arrêter de livrer des armes, des obus, des munitions à Israël. Et la guerre se finirait en 3 jours. Ils n'ont pas la capacité de produire eux-mêmes leurs munitions et leurs armes. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Tout passe par les États-Unis. Donc oui, les États-Unis sont complices, oui, les États-Unis sont des pompiers pyromanes. Alors de plus, le secrétaire d'État américain Blinken a suggéré que le soutien américain pourrait être compromis si Israël n'apportait pas de changement significatif dans la façon dont il mène cette guerre. Et il a dit, je cite, « Si nous ne voyons pas les changements que nous devons voir, il y aura des changements dans notre propre politique envers Israël », avait-il déclaré. Et puis, Israël a été donc forcé d'accepter la proposition américaine. Car, comme je te l'ai dit, le risque d'escalade avec le Hezbollah et l'Iran est réel, mais ils n'ont plus de munitions. Donc, ils sont obligés d'accepter le compromis américain. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, des camions transportant des médicaments et du carburant, ainsi que beaucoup d'aides alimentaires, entrent par le passage d'Erez au nord de la bande de Gaza pour rentrer dans les territoires de Gaza, du nord bien évidemment. Les Israéliens accusent Joe Biden, lui disant que c'est de la trahison, etc. Donc voilà, c'est un fait, on parle de plus de 1200 camions qui ont réussi à passer en 3 jours. Voilà, là aussi c'est un fait, quand on veut, on peut. Voilà, c'est clair et net, quand on veut, on peut. Sauf que depuis plusieurs mois maintenant, Israël ne voulait pas. C'est pas qu'elle ne pouvait pas, c'est qu'elle ne voulait pas laisser rentrer les camions pour affamer encore plus la population. Et ça, j'espère de tout cœur que la CIJ, l'ONU, etc. vont le prendre en compte parce que là, encore une fois, quand on veut, on peut. Et donc, eux ne voulaient pas. Alors, il y a une autre nouvelle de plus. L'Irak a accepté, dimanche 7 avril, d'envoyer 10 millions de litres de carburant à la bande de Gaza, alors pour faire tourner le peu d'infrastructures malheureusement encore debout, alors que la crise humanitaire s'aggrave de plus en plus dans l'enclave palestinienne, mais tout le monde a besoin de carburant, notamment pour faire tourner certaines centrales, malheureusement qui ont été détruites ou endommagées, mais aussi pour les véhicules, etc. Donc 10 millions de litres de carburant, c'est énorme, merci à eux. Et j'espère que les autres pays arabes vont faire de même. Enfin, une bonne nouvelle pour les Palestiniens. Après plus de 6 mois de guerre entre Israël et les combattants du Hamas, Israël retire officiellement de nombreuses troupes de Gaza. Alors la plupart des forces israéliennes se retirent de la bande de Gaza. À l'heure actuelle, il ne resterait plus qu'une seule brigade. La force qui reste se compose de plusieurs centaines de soldats, vraiment pas plus de 1000 personnes environ, ce qui représente une diminution significative par rapport au déploiement maximal de 40 000 soldats, soit l'équivalent d'un peu plus de 20 brigades au plus haut de la guerre. On parle de 40 000 soldats entrés dans la bande de Gaza, mais je te rappelle qu'il y avait 300 000 soldats répartis dans plusieurs lieux, plusieurs localités, dans le nord contre le Hezbollah, en Cisjordanie occupée contre les Palestiniens, mais ainsi que les mouvements palestiniens de Cisjordanie, et autour de la bande de Gaza, ainsi que donc dans la bande de Gaza. Donc 300 000 soldats, dont 40 000 dans la bande de Gaza. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo, il resterait 1 millier de soldats dans la bande de Gaza. C'est la fameuse brigade Nahal qui est désormais la seule unité de Tsahal dans la bande de Gaza stationnée au carrefour. Alors, c'est un peu technique,
c'est le carrefour de Netzarim sur la principale autoroute nord-sud de la bande de Gaza. C'est un point stratégique qui divise la bande de Gaza en deux. L'armée israélienne a clairement indiqué que son retrait de plusieurs villes dans la bande de Gaza n'était lié à aucune pression de la part des États-Unis. Bon, tu l'auras compris que c'est du pipeau, hein, que les États-Unis ont affirmé, voilà, ils ont tapé du poing sur la table, ils ont dit bon, maintenant c'est le moment de dégager, d'arrêter tout le massacre, etc. J'ai envie de dire enfin, parce qu'il était temps. Mais voilà, les Israéliens disent non, 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 c'est personne qui nous a fait la pression, etc. Mais aussi, c'est la pression internationale qui pèse très très fort sur Israël et, j'ai envie de dire, aussi la pression intérieure. Hein. Tu l'as vu que de nombreux citoyens israéliens manifestent régulièrement, pour pas dire chaque jour, vraiment des manifestations de masse pour l'arrêt de la guerre, pour la démission du Premier ministre, pour des nouvelles élections anticipées et pour le retour des otages israéliens. Alors il y a aussi un autre facteur qui a contribué à la décision de retirer les fameuses troupes israéliennes, c'est la nécessité d'accueillir les personnes déplacées qui pourraient être amenées à quitter Rafah en cas d'attaque à grande échelle sur la ville de Rafah. Alors c'est-à-dire qu'Israël, en cas d'attaque sur la ville de Rafah, le fait d'avoir retiré ses troupes du nord, les populations qui sont basées à Rafah pourraient repartir chez eux dans le nord, malheureusement, où tout est détruit, tout est en ruine. Alors même si la menace d'attaquer Rafah est brandie chaque jour par les Israéliens, cela constitue une ligne rouge pour les États-Unis, pour les pays arabes, ainsi que pour la communauté internationale qui verrait en cela une provocation majeure et pourrait changer la donne. Tous les pays du monde ont dit que c'était vraiment une ligne rouge à ne pas dépasser et que vraiment tout pourrait changer si jamais Israël attaquait Rafah, parce que tous les pays ont dit non et donc tous les pays pourraient se retourner, tous ceux qui sont encore pro-israéliens pourraient se retourner contre eux et donc stopper les financements, stopper les envois d'armes, etc. L'armée israélienne a également précisé que l'arrêt des combats, l'arrêt des hostilités dans le centre de la bande de Gaza va permettre aux habitants qui sont originaires de la ville de Khan Younes mais qui ont fui à Rafah de pouvoir rentrer chez eux dans Khan Younes qui est malheureusement détruite à je ne sais pas combien de pourcents. En fait, des images d'habitants revenant de Rafah vers Khan Younes circulent déjà. منظر البلد تبكي عليه والوضع اللي كنا شفناه شيء مش طبيعي ما تصورناش حجم الدمار اللي يكون هيك بهالمنظر ويعني ايش بدي اقول لك كل بيت فيه شهيد فيه جريح فيه دمار يعني الناس كلها قد ما احكي مش قد الوثق الحكي مش قد الشوف تصور تعبر فيك هتصور قول بس اشرح لا فيش يهود في ناس عادي جدا فيش اي شيء הכוחות יוצאים החוצה ונערכים למשימות ההמשך שלהם. ראינו דוגמאות למשימות כאלה בפעולה בשיפה וגם למשימת ההמשך שלהם במרחב רפיח. Et c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, le prochain sujet de cette vidéo, ce sera le massacre d'Al-Shifa. Et on va parler de qu'est-ce que les Palestiniens ont découvert après le retrait des Israéliens. Il y a vraiment des choses très très horribles qui se sont passées dans l'hôpital Al-Shifa, mais aussi dans le nord de Gaza. Je te montrerai tout ça en vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche et tu seras averti quand la vidéo